Bonsoir. Cette scène mémorable de Bridget Jones illustrant le désespoir et le sentiment de grande solitude qu'engendre son statut de célibataire nous fait bien rire. Mais un peu jaune, à vrai dire, car même si la figure du vieux garçon ou de la vieille fille tend à disparaître, il n'en reste pas moins qu'on continue à se faire une idée un peu malheureuse des personnes qui vivent seules. Le bonheur et l'épanouissement personnel seraient réservés à celles et ceux qui vivent en couple. Pourtant, les célibataires représentent une tranche de la population toujours plus importante et vous allez voir qu'en réalité, le célibat peut être vécu très différemment d'une personne à l'autre. Dans cette émission, nous donnerons notamment la parole aux nouvelles générations pour qui cette binarité entre célibataire ou en couple ne représente plus vraiment la diversité des rapports affectifs. Mais pour commencer, je vous propose de nous faufiler dans la tête de Joanne, une jeune célibataire à la recherche de l'amour. Je rentre de la journée de travail et arrivé à la maison, je regarde un petit peu les différentes lettres. Et il y a dans le lot un magazine. Sur la dernière page, il y a une promotion d'une semaine romantique en Laponie. Et je me dis, oui, je rêverais de faire cette semaine romantique en Laponie, sauf que il me manque un partenaire qui viendrait avec moi. Du coup, c'est un des moments où le célibat me pèse. On le sait qu'on est célibataire quand on se réveille le matin au réveil. Et puis après, la journée se passe et il y a des petits moments dans la journée ou dans la semaine où ça nous fait un peu plus mal, où on va se rappeler qu'il y a ce petit truc qui manque. Ça va être, par exemple, typiquement aller un samedi soir, être invité à un repas, et puis on est 6 couples, plus moi. Sur place, je ne ressens pas de honte ou de gêne à être seule, et puis personne ne va me le faire sentir. Mais moi, c'est le moment où j'aurais envie de me préparer à deux et d'y aller à deux et puis de débriefer à deux après de la soirée, comment ça s'est passé. Peut-être pareil pour les mariages, être invité à un mariage, c'est typiquement l'endroit où on a envie d'aller à deux. Après 10 ans de vie conjugale, voilà 2 ans et demi que Joanne vit seule avec son fils de 6 ans. L'agenda de cette ancienne nageuse professionnelle est bien rempli. Entre l'éducation de son fils, les séances de sport, sa famille et les sorties avec les amis. Pourtant, dans sa vie, elle ressent un manque, celui d'une relation amoureuse. Je pense que c'est une relation à part. Typiquement, ce qu'on ne va pas trouver dans tous les autres acteurs de sa vie, que ce soit même son enfant ou sa famille ou ses amis, cette relation-là où on a des papillons dans le ventre, où on est impatient à l'idée de voir la personne, où elle nous manque, où on a envie de lui raconter des choses, c'est propre à la relation amoureuse. Avec les amis, on a beaucoup de complicité, on rigole bien, mais il n'y a pas d'intimité non plus. On ne se projette pas sur du long terme comme on pourrait se projeter avec un partenaire à refaire le monde ou à faire des projets sur quoi faire la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, etc. Je pourrais partir à Madrid avec des amis et partir à Madrid avec mon amoureux, et quelle serait la différence? J'irais pas avec le même entrain. Avec des amis, ça va plus être rigolade ou shopping ou ce genre de choses. Il y a tout un jeu de séduction qui se fait avec un amoureux qu'on n'a pas avec les amis. Hey, ciao. Salut. Ça va? Ça va et toi? Plaisir. Ouais. Joanne ne se laisse pas abattre pour autant. Elle a une vie sociale riche et ne renonce jamais à un bon moment avec ses amis. À nos amours. Toi, qu'est-ce que tu cherches quand t'aimerais une relation Là, ouais. long terme? Parce que autant, tu vois, les premières semaines ou les premiers mois, ça m'a fait trop du bien d'être seule. Tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour faire ce que tu as envie, tu rends des comptes à personne, etc. Mais là, ouais, ça fait long. Du coup, là, je me rappelle des bons côtés de la vie de couple, des bons côtés de la routine, etc. Et de rentrer à la maison et de retrouver quelqu'un. Et là, ouais, ça me manque clairement. Depuis quelques mois, elle enchaîne les rendez-vous avec d'autres célibataires en mal d'amour. Des rencontres qui, pour le moment, n'évoluent pas vers la relation souhaitée. Si ça devait continuer à durer, je pense que je commencerai à me poser des questions. J'irai consulter. Ah bon? Ouais, je pense que j'irai voir un psy ou quelqu'un quand même pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose à creuser de mon côté qui fait que... Parce que je peux pas dire que je rencontre personne, je rencontre des gens. Mais on n'arrive pas à créer des relations sur le long terme. Donc j'irai quand même me poser des questions sur moi d'abord. Est-ce qu'il y a un scénario ou
une répétition de quelque chose que je fais qui mène à ces échecs. C'est vrai que quand on est célibataire, on a l'impression qu'on est un peu dans l'antichambre du couple, comme ça. En fait, on serait dans un état de stand-by, soit de stand-by, j'attends de rencontrer quelqu'un, ou alors c'est la partie où je dois être hyper active pour pouvoir chercher quelqu'un. Et du coup, je pense que c'est mal vu, non pas dans le sens où la personne a fait quelque chose de mal, mais on attend d'elle qu'elle fasse autre chose maintenant, c'est-à-dire se mettre en couple. Tu penses qu'on est plutôt fait pour être seul sur une vie avec de temps en temps des parenthèses amoureuses, ou que l'être humain est plutôt fait pour être à deux, et que de temps en temps on est seul? Je pense qu'on est plus dans l'idée d'être en couple de manière par défaut et d'avoir ces moments de solitude ou de célibat, suivant le mot qu'on utilise. Donc l'état naturel de l'humain, pour toi, c'est plutôt d'être à deux. Ouais. C'est marqué où, ça? Dans mon esprit. France Ortelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice, autrice d'un livre qui s'intitule Nos cœurs sauvages, le fruit d'une longue enquête qui a duré plusieurs années sur nos choix amoureux. Alors on vient d'entendre Joanne qui nous dit que l'être humain est fait plutôt pour être à deux. Ça vous surprend? Alors non, c'est vrai que c'est le fruit d'une longue construction, la construction du couple comme idéal de l'amour qui existe depuis des centaines d'années. En 2 siècles, on est passé d'un modèle qui était très communautaire pour la famille, où il y avait toute la famille qui était réunie un peu dans la ferme, avec les cousins, les oncles, etc., à la cellule nucléaire. C'est un papa, une maman et 2 enfants, à partir des années 50, juste après-guerre, puisqu'il y avait les conditions économiques parfaites pour cette cellule nucléaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans un modèle économique complètement différent et on dit que la cellule nucléaire n'est plus le modèle parfait pour le couple. En Suisse, on voit qu'il y a 37% des gens qui vivent seuls. Donc, le célibat est quand même en train de devenir la norme, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et nient un peu ce phénomène. C'est vrai que le couple reste encore la norme aujourd'hui et même la garantie du bonheur, mais en réalité, il y a toujours plus de célibataires. Oui, alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de célibataires pour une raison qui est très claire, c'est qu'on a extériorisé le processus de décision de la mise en couple. Avant, c'était les familles qui choisissaient pour vous. On voit que dans les années 20, on se mariait avec des gens qui étaient à peu près à 5 blocs de chez nous. Alors aujourd'hui, toutes les décisions reposent sur l'individu. Moi, j'appelle ça, dans mon livre, le syndrome Starbucks. C'est-à-dire que c'est très difficile de prendre une décision. C'est comme quand on va au Starbucks, il y a tellement de cafés différents qu'on finit par soit ne pas en choisir et abandonner ce choix, ou bien alors on se met à réfléchir pendant des heures pour savoir quel est le meilleur café qui nous irait, et on finit par choisir un café et être déçu. Et donc, ça se passe un peu de la même manière pour les partenaires. Quand on choisit, on regrette son choix. Et quand on ne choisit pas, on peut comme ça attendre pendant des mois et des mois avant d'arrêter sa décision. Aujourd'hui en Suisse, plus de la moitié des couples divorcent. Celui ou celle qu'on croyait être le garant de notre bonheur s'avère souvent être la source de grandes souffrances. Pourtant, la conjugalité reste la norme. Et certains célibataires vivent très mal leurs conditions de vie en solo. D'où vient cette vision quelque peu distordue de la réalité? Eh bien, la faute à l'amour romantique, au mythe du prince charmant et de l'âme sœur. François de Singly, éminent sociologue français, spécialiste du couple, parle lui d'une mise en scène sociale opérée par des instruments puissants, diffusant une propagande universelle pour la romance. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Carrie Bradshaw, love of my life. Will you marry me? And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Les séries, les films, la télé-réalité, la littérature nous proposent un modèle qui est celui du couple et du couple heureux et amoureux. C'est une belle histoire qu'on nous raconte avec l'amour romantique, ça donne envie. Se dire, je vais trouver quelqu'un avec qui je vais pas me sentir seule. Enfin, vous savez, cette sensation de solitude métaphysique qu'on peut ressentir. All by
là, ferme-toi. Cette propagande universelle pour la romance, eh bien, elle colporte un modèle, un idéal romantique et platonicien où chacun cherche sa moitié, mais cette moitié existe quelque part. Encore faut-il se donner les moyens de la rencontrer. Des fois, on a un peu l'illusion encore de l'âme sœur ou un truc comme ça. J'ai trouvé une personne qui est faite pour moi, qui va vraiment me comprendre intimement, qui va répondre à tous mes besoins, à toutes mes attentes, etc. Et qui va m'aimer profondément pour qui je suis, quels que soient mes défauts. Je pense qu'on est dans cette recherche-là de l'amour absolu, en fait. Ce grand amour, ça fait des siècles qu'on l'a dans la littérature et ça fait des décennies qu'on l'a dans le cinéma, la télévision. Et c'est pas évident de s'affranchir de ces modèles-là. À quel point la relation amoureuse comme source de bonheur absolu fait partie de l'imaginaire des gens. Par exemple, un coucher de soleil, comble du romantisme, provoque-t-il moins de plaisir lorsqu'on le regarde tout seul ? Pour le savoir, nous avons demandé à des volontaires de se prêter au jeu dans une agence de voyage improvisée. Alors Gauthier, si vous êtes là, c'est parce que j'aimerais que vous vous transformiez en agent de voyage. Ok. Alors je vous propose de regarder les images qui sont derrière vous et d'en sélectionner 5 qui, d'après vous, sont les activités idéales pour des vacances en couple. Allez-y. 5 photos. 5 photos. 5 activités parmi les grands classiques proposés par les agences de voyage. Des occupations allant du sport au bien-être, en passant par la culture. Petit dîner romantique sur la plage. On va pas faire une nuit dans un hamac? Le hamac, le coucher de soleil, les palmiers, la totale pour le romantisme absolu, là. Petit jacuzzi en amoureux. À deux, le coucher du soleil, classique, romantique. Peut-être, je sais pas, même demande en mariage. Un petit... L'aurore boréale. Tête-à-tête romantique sous une aurore boréale. Ah ouais. Ah ouais, ça, ça doit être beau, ça vend du rêve, ça. Ah, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, ça c'est le one life experience. Un coucher de soleil avec un canapé et puis 2 couverts. Ah, c'est sûr, le petit coucher de soleil, là. Sur une plage avec une mer magnifique, ça ne peut que se partager à 2. Que? Ouais, que. On peut pas être 3 Non. ni 1. Non, à 2. 2, c'est tout. Bon, ben le message est clair, quand c'est beau, vaut mieux être à 2. Que va-t-il se passer à présent si on demande à nos agents touristiques d'organiser un voyage pour célibataires ? Petite activité sympa. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, et de une. Je dirais un petit atelier cuisine, ça me paraît bien. Moi, je veux dire, bien sûr, ça me semble assez logique. Ça me paraît pas mal pour faire des rencontres. Pour faire des rencontres? Oui. Ah, c'est-à-dire? En général, dans les ateliers, on rencontre des gens. Oui. Voilà. Bar, restaurant, nightclub. Donc plutôt la fête. Ouais, voilà, exactement, ouais. Enfin, des endroits où on peut rencontrer des gens. Si on résume, voyager en solo, c'est OK, mais à condition d'être actif et d'aller à la rencontre des autres. Car vivre des moments exceptionnels seul, ça vend pas du rêve. Vous auriez moins de plaisir à regarder un coucher de soleil si vous étiez seul, par exemple? Ah ouais. Un coucher de soleil, je sais pas moi, à Santorin, en Grèce, à 2, mais c'est magnifique. Et seul? Bah non. Bah non, non. Je suis désolé, non. Une aurore boréale, c'est beau en soi. Mais pour vous, c'est encore plus beau de pouvoir partager son plaisir de la regarder avec quelqu'un. Complètement. Vraiment, je pense que ça intensifie le moment, en fait. Je m'imagine mal, en tant que célibataire, manger ici. Face à la mer, face au coucher de soleil? Ouais. Pourquoi? Enfin, je sais pas, moi, une table comme ça, c'est tout un programme de la soirée. Donc programme. un petit apéro, après un dîner. Ouais. Et puis après... Qu'est-ce qui va se passer après? Après, les ébats, enfin voilà quoi. Une Ouais. nuit torride, on va dire. Ouais. Et même quand on se projette seul devant le coucher de soleil, en fait, on n'est pas tout à fait seul. Je pense qu'on peut aussi en profiter seul, tout en rêvant, en fait, en imaginant. Peut-être d'être avec l'être aimé, ou je sais pas. Ou imaginer l'être aimé qu'on connaît pas encore. Il y a donc des situations où il vaudrait mieux être accompagné. Et si dans un esprit frondeur on s'y aventure malgré tout seul, on risque de subir le jugement des autres.
Peut-être éviter les endroits qui font un petit peu trop romantiques ou être à la vue de plein de couples qui pourraient peut-être... Être jugeant Être jugeant puis donner peut-être un coup de blues. La personne en solo, c'est vrai que si on la voit manger un repas toute seule sur la plage, on va se dire c'est un peu bizarre. On dit la pauvre? C'est possible que la société puisse penser ça, ouais. Donc peut-être que pour éviter le regard des autres, en tant que célibataire, on évite de le faire. Je le dis toujours sur le ton de la boutade, mais c'est pas une boutade. Dans un dîner en ville, vous vous justifiez toujours d'être célibataire, vous ne vous justifiez jamais d'être en couple. Vous devez rendre des comptes, en règle générale, à vos amis, à vos collègues, à vos parents, bien évidemment, à votre entourage. Donc c'est vrai qu'être célibataire, c'est dans un premier temps se justifier sur ce statut et puis expliciter qu'on n'est pas dépressif, qu'on n'est pas effectivement, qu'on peut être heureux en étant célibataire. Célibataire et heureux. En 2012, Eric Liebenberg, un sociologue et professeur américain, casse quelques stéréotypes avec la sortie de son livre Going Solo. Ce recueil, fruit de plusieurs années de recherche, donne une vision nuancée de la vie des célibataires. Un matériel statistique considérable et des centaines d'entretiens avec des célibataires américains et européens pour démontrer que vivre seul n'est finalement pas si triste que ça. Bien au contraire. Eric Klinenberg nous dit qu'aujourd'hui, un peu plus de la moitié des Américains sont célibataires. En Suisse, 37% des ménages sont composés d'une seule personne, un chiffre en constante augmentation. Vivre seul chez soi est donc toujours plus courant. 4 facteurs expliquent ce phénomène. L'amélioration du statut des femmes, la révolution de la communication qui permet aux individus de se relier tout en restant seuls chez soi, l'urbanisation de masse et l'allongement de l'espérance de vie qui conduit à connaître des épisodes de vie seule. Et pour ce qui est de la qualité de vie des célibataires, contrairement aux idées reçues, le chercheur constate que même si une minorité souffre de solitude, la grande majorité se sent connectée aux autres. Les célibataires auraient une vie sociale riche, un réseau amical développé. Ils s'investissent plus que les autres dans des actions civiques et la vie associative. Ce sont eux aussi qui, très souvent dans les familles, endossent le rôle de proche aidant. Bien loin donc du cliché de là ou du célibataire égoïste ou mal dans sa peau. Le célibat, c'est une rencontre avec soi. Pour autant qu'on profite du célibat pour se rencontrer. Si on est obnubilé par le fait de trouver quelqu'un, et puis que ça devient un problème, c'est beaucoup plus difficile. Pour toi, c'est pas forcément une salle d'attente vers le grand amour, le célibat? Non, pas du tout. Non, mais je crois qu'il faut vraiment, dans la vie, arrêter d'attendre. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on comprend tous, c'est que quand on est célibataire, on aimerait être en couple. Quand on est en couple, on aimerait être célibataire par moment. Il faut prendre le meilleur quand on est célibataire. Depuis 5 ans, Benoît n'a pas connu de véritable histoire d'amour. Pourtant, par le passé, il a vécu en couple, des histoires romantiques et passionnelles, des liaisons qui, à chaque fois, se sont conclues par une rupture. J'avais tendance à remettre un peu les clés de mon bonheur dans les mains de l'autre. Et ça, en fait, c'est pas une bonne chose à faire. Je l'ai compris un peu tard, il m'a fallu pas mal de ruptures pour le comprendre, mais je suis pas du tout déçu de l'amour. Je pense que, justement, j'ai énormément appris dans mes échecs. Donc je suis d'autant plus en phase avec moi-même que ces échecs m'ont fait grandir. Le fait qu'on ait vécu une rupture, c'est-à-dire que souvent on a été déçu par rapport à un partenaire avec qui on se projetait pour la vie, amène une certaine forme de réflexivité et amène à penser ce qui est stable tout au long de l'existence. Qu'est-ce qui est stable? Soi, pour autant qu'on sache ce que soi veut dire et ce que soi contient. Donc c'est toute une démarche, on va dire, qui peut être lancée à ce moment-là. Je me suis vraiment concentré sur mes émotions à moi, pour apprendre à les gérer aussi. Et puis pour finalement aussi me compléter. C'est-à-dire que quand on aime vraiment quelqu'un, et puis qu'on a une rupture, ce qui nous manque finalement, c'est l'amour qu'on peut porter à quelqu'un. Mais si cet amour, on l'a en soi, il est possible de le retourner contre soi en fait. Pourquoi on pourrait aimer à ce point-là quelqu'un d'autre et puis pas s'aimer soi-même?
Alors après, c'est pas du tout pareil, hein. Mais par contre, je pense que quelqu'un qui s'aime suffisamment a beaucoup moins besoin de quelqu'un d'autre, mais peut avoir envie de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est une grosse différence. Au-delà d'un métier enrichissant, graphiste, Benoît se ressource au grand air. À 44 ans, il a une passion, la sculpture. Il donne visage humain aux pierres qu'il trouve sur son chemin et qu'il laisse ensuite sur place pour surprendre les promeneurs qui les découvrent. Son énergie, il la puise donc dans la nature, mais aussi dans le contact avec les autres. J'ai des amis sur qui je peux compter, avec qui je peux avoir des complicités. J'ai beaucoup d'amis aussi femmes. J'ai ma famille aussi, qui m'apporte beaucoup. J'ai une sœur dont je suis très proche. On a beaucoup de points communs, on part même en vacances ensemble. Et puis qui est elle aussi célibataire, donc c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est de savoir s'entourer. Parce que l'idée c'est pas d'être solitaire non plus, hein. Benoît vit en colocation avec ses frères et sœurs, eux aussi célibataires. Pas la petite étincelle. C'est compliqué, hein. Quand t'as enlevé les collègues de travail, les copains que t'as depuis 20 ans, que t'es pas sur un site internet, que tu sors pas de chez toi, ça commence à devenir vraiment compliqué là. On sait pas. Tout est opportunité. Je pense que quand on est célibataire, on trouve plus son bonheur dans une personne. Par contre, on peut le trouver dans plein de petites sources. Ça peut être un sourire, ça peut être un geste amical, ça peut être... Et puis si on est ouvert à ce genre de petites choses, on obtient en fait tout plein de ruisseaux qui nous alimentent en permanence en fin de compte. Pour citer un exemple, j'ai fait une exposition cet été et j'ai rencontré vraiment des gens de tous horizons. Je me souviens d'une femme très, très âgée, vraiment, je pense qu'elle avait 80 ans, qui m'a bouleversé. La conversation que j'ai eue avec elle m'a rempli d'un amour, en fin de compte. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Il faut en fait changer l'échelle de ses attentes ou de ses besoins. Il faut vraiment être sensible aux petits détails. Il faut être très, prendre au vol tout ce qu'on peut trouver, en fait. Ce qu'on fait moins quand on est en couple, habituellement. Alors, ce que personnellement, je fais moins quand je suis en couple. Loin de subir sa condition de célibataire, Benoît a su trouver un équilibre dans sa vie. C'est pas une pression pour moi de trouver quelqu'un, du tout. Pour moi, je pense que j'ai meilleur temps en fait de continuer mon cheminement personnel. Alors pas de façon égoïste, hein, mais de continuer à me développer pour être finalement la meilleure version de moi-même. Et puis, meilleure ou disons la plus authentique version de moi-même. Puis que finalement, elle corresponde à quelqu'un qui se reconnaissent en moi. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir cet équilibre intérieur de soi à soi et que quand on a ça, on peut aller rencontrer l'autre vraiment comme deux individus. Parce que si moi je me sens vide, parce que si je me sens pas complète, puis que je rencontre quelqu'un, je vais essayer de m'accrocher désespérément à l'autre en espérant qu'il vienne remplir un vide abyssal. Il va pas pouvoir le faire. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, si je prends le temps de construire ma relation avec moi-même, d'appuyer mes bases, moi je suis qui, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que je veux dans la vie, et que je rencontre quelqu'un qui est aussi solide en face, on va pouvoir faire une belle rencontre. Alors moi, c'est vrai que j'ai longtemps cru à cette théorie des moitiés. J'y crois encore potentiellement, en fin de compte, mais j'estime qu'à un moment donné, j'ai des fondations qui sont quand même assez solides, avec un toit où je peux m'abriter. Et puis, j'attends pas que quelqu'un devienne mon toit ou mon chauffage central. J'arrive à survivre dans ma petite cabane personnelle. Et le jour où je rencontre quelqu'un, disons que ce sera une autre cabane complète. Et on formera un ensemble. Nous avons toutes et tous des besoins de base qu'il est important de combler. Je parle ici de sécurité, d'affection, de sexualité ou encore de confiance en soi à travers le regard bienveillant des autres. Pour beaucoup d'entre nous, c'est dans le couple que ces besoins sont satisfaits. Benoît, lui, a appris à créer une connexion avec les autres, à trouver de l'amour en dehors des lieux traditionnels. Qu'en est-il alors des autres célibataires? Comment se débrouillent-ils pour se sentir entourés et aimés? Réponse dans cette expérience ludique, mais non moins instructive. Nous avons convoqué quelques volontaires dans nos locaux.
des célibataires et des personnes en couple. Pour commencer, Luigi va leur demander de citer toutes les personnes qui leur sont proches et avec qui ils nouent une relation forte. Chaque personne va être représentée par un de ces tubes. Commençons par les personnes en couple. Alors, je citerai en tout premier ma femme, mon épouse Fabienne. Fabienne. Marco, c'est mon mari. Ma fille. Mes enfants. Ok. Votre mari et vos 2 enfants. Ensuite, il y a Epifania, c'est ma maman. Ma sœur, ma mère. Et voilà, on va déjà s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Nos volontaires mentionnent principalement leurs conjoints et enfants, certains la famille élargie et rarement des amis. Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas cité, par exemple, des amis? Bonne question. Une fois les personnes chères identifiées, Luigi va poser toute une série de questions. Avec qui passez-vous généralement le soir de Noël? Vous avez un souci à 2 h du matin, vous appelez qui? Avec qui pouvez-vous pleurer sans gêne? Ces questions permettront de mesurer le niveau d'intimité et d'engagement qui lie nos volontaires aux personnes qu'ils ont citées. Vos dernières vacances, vous les avez passées avec qui? Votre mari et vos 2 enfants. Ça vous arrive de partir en vacances avec d'autres personnes ou vraiment c'est eux? La plupart du temps, c'est eux. Qui prenez-vous régulièrement dans vos bras? Mon mari. Mon mari. Vos 2 jumeaux. Votre femme et vos enfants. Vous devez aller à l'hôpital, qui vous emmène? Mon mari. Votre mari. D'accord. Devant qui osez-vous faire pipi avec la porte ouverte des toilettes? Alors, quasiment tout le monde. Ah ouais, elle est à l'aise, Viviane. Un peu moins. Ah ouais, avec le mari un peu moins. Bien. Sans surprise, à chaque réponse, nos volontaires en couple ont cité principalement leurs conjoints et leurs enfants. La famille, c'est la base, au fait. Ouais, c'est l'engagement, c'est familial. Je me nourris complètement au sein de ma famille, c'est mon équilibre, c'est ce qui me fait avancer et j'ai pas besoin d'autre chose. Je vois mes amis vraiment, entre guillemets, je dirais, un peu en bonus. Venez seulement, Elisa, mettez-vous par ici. On réitère l'exercice, mais cette fois-ci avec des personnes célibataires. Tout comme les autres, elles commencent par énoncer leurs personnes proches. Anaïs. Isabelle. Ma famille, mes parents, ma maman. Bien sûr, c'est proche de vous. Oui, ma maman. Mon papa. Jonathan. Elsa. Tamara. Ma meilleure amie. Et Julien. Il y a d'autres personnes? Oui. Alex. Et Nicolas en ami. On s'arrête là ou il y a d'autres personnes proches? On peut continuer. Ah bon? Ok. Et puis mon frère. Les personnes que j'ai citées là, c'est des liens très forts. Où j'ai des relations, enfin des discussions vraiment profondes sur la vie et pour moi c'est important. Premier constat, chez les célibataires, l'amitié prend beaucoup de place. Passons à présent aux questions. Avec qui partez-vous le plus souvent en week-end? Ça peut être plusieurs... Ça peut être plusieurs personnes. J'ai toujours pris soin, en tout cas, de mes liens sociaux de manière générale. Donc c'est peut-être représentatif de moi, comment je vois la vie. Avec Anaïs et Marie. Et Marie. Mais même quand j'étais en couple, j'ai toujours chéri les week-ends avec des amis ou des amis. Et en même temps, des week-ends avec mon amoureux, par exemple. Vous avez un problème à 2 h du matin, vous avez appelé qui pour le résoudre? Je pense que c'est Julien. Julien, c'est votre? C'est un de mes 2 meilleurs amis. Je vais miser sur une amie qui se lève tôt, enfin qui dort pas justement. Nora. Vous avez un meuble à déplacer lourd, à qui faites-vous appel? Jonathan. Qui prenez-vous dans vos bras régulièrement? Tous. Ma maman. Une amie. Une amie. Une amie. Une autre amie. Un ami. Un ami. Une amie. Une amie. Une autre amie. Une autre amie. Devant qui vous sentez-vous à l'aise nu? Avec qui pouvez-vous pleurer sans gêne? Tous. Devant qui osez-vous laisser la porte des WC ouverte pendant que vous faites pipi? Tous. Avec qui avez-vous des conversations intimes? Oula, j'ai plus assez de boules. Comparé aux personnes en couple, les réponses de nos célibataires révèlent un réseau affectif plus large et des liens plus variés. Dans ce cas de figure, intimité et engagement peuvent se vivre avec la famille, mais également et parfois surtout avec les amis.
c'est des rocs dans ma vie, c'est des piliers avec qui j'avance et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui et dans la confiance et la vulnérabilité de mon quotidien. Trop souvent, on parle de l'amour amoureux, en fait, mais l'amour qu'on partage avec ses proches est tout aussi fort et tout aussi engageant, en fait. Ou que ce soit les liens familiaux ou les liens amicaux, si une personne a besoin de moi et puis si, dans le lien qu'on partage au quotidien et l'amour qu'on partage, je trouve que je me dois en tout cas d'être engagée envers cette personne-là. La notion de réseau affectif, elle est intéressante parce que elle va souvent déhiérarchiser les relations. Et puis, elle va à la fois dire oui, la relation amoureuse, elle est importante, elle est nourrissante, elle est enrichissante et elle existe. Mais il n'y a pas que elle qui existe. Il y a aussi d'autres types de relations qui n'ont pas forcément de nom, mais qui sont aussi importantes et puis à qui on va redonner une place qui est valorisée. Personnellement, pour moi, je n'aimerais pas vivre seule toute ma vie. Je trouve que ça n'a pas de plaisir, ça n'a pas de sens. J'aimerais vivre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, je préfère que ce soit un homme. Je sais que je donnerais tout de moi. Je me sens faite pour ça, mais pour lui. Je crois que tout sera mieux, mon métier, tout ce que je fais, si je peux vivre avec quelqu'un. Même si je ne suis pas la femme qui est là toujours à lui faire sentir que je veux absolument me marier, il sait que c'est ça que je désire plus que tout. Dans les années 60, une vie de célibataire n'avait que très peu d'intérêt. L'imaginaire des jeunes filles façonné par la société se cantonnait souvent à rencontrer l'homme de sa vie. Les choses ont bien changé. Vivre en couple ou fonder un foyer relève plus d'une option parmi d'autres que d'une priorité. Je pense que c'est un but d'être entouré de personnes qu'on aime et qui nous aiment. Au pluriel. Ouais, mais pas forcément sous le format du couple. Je pense que l'important, c'est l'amour, quoi. Si on a des amis, une famille et tout ça, on n'a pas besoin vraiment d'avoir quelqu'un, une tierce personne encore à nos côtés. On peut être très bien seul, comme des gens peuvent se sentir super mal, mais de mon avis, on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux ou être accompagné, on va dire. Pour moi, il y a plein d'amours différents et mes amis, j'ai aussi beaucoup d'amour pour eux. C'est un amour différent, il est platonique, mais pour moi, c'est important et oui, c'est un but dans ma vie d'avoir de l'amour autour de moi, mais pas forcément que grâce à une personne. J'ai plus l'impression qu'on a peut-être plus de temps aussi pour être avec nos amis ou bien notre famille ou d'être dans d'autres relations où on va s'épanouir dans d'autres relations aussi qu'à travers le couple. Le couple n'est donc plus l'unique façon de s'épanouir, un constat que les sociologues confirment. Chez les jeunes, par exemple, ça se traduit par des organisations d'agenda qui ne donnent pas la priorité à la relation amoureuse. On ne doit pas perturber en fait l'ensemble des activités qui étaient faites avec le réseau amical. Et donc, le nouveau partenaire, il vient s'adjoindre, on va dire, et se mettre dans les trous éventuels de l'emploi du temps. Il ne doit plus perturber les études, parce que les études, on n'y touche pas, c'est obligatoire, c'est une forme de protection de soi. Et donc, il y a une sorte en tout cas au début, de place qui est un petit peu, on va dire un peu fragile, qui est à construire en tout cas par le partenaire, et qui est pas, voilà, on lui déroule pas le tapis rouge. François Ortelli, cette mise à niveau des relations amoureuses, j'ai le sentiment qu'elle remet un peu en question l'ensemble de nos liens aux autres. Je me trompe ? Oui, alors c'est vrai que les jeunes générations pulvérisent un peu le modèle traditionnel de l'amour, du couple. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ils vont diviser leurs sources d'amour. Par exemple, l'amour, l'affection, ils vont le mettre dans leurs amis. L'amour au sens sexuel, ils vont plutôt le mettre dans des plans cul ou dans des plaisirs solitaires. Et l'amour plus domestique, la vie de tous les jours, du quotidien, ils vont la mettre avec leurs colocataires. Et ça, c'est vraiment une tendance qui se fait. C'est donc on ne risque pas tout dans une seule personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont nombreux et nombreuses à ne pas être en couple, mais à ne pas être complètement célibataires non plus. Les réseaux sociaux, Facebook notamment, l'ont bien compris, puisqu'on peut noter célibataire, en couple, ou c'est compliqué. Et il y a une vraie porosité entre les couples et les célibataires. C'est-à-dire qu'on va voir les célibataires de plus en plus s'investir dans des liens émotionnels forts dans la famille, par exemple, et ne pas vouloir enfermer leur amour dans une seule personne. Et on va voir d'ailleurs les couples eux-mêmes
essayer de copier le mode de vie des célibataires, d'envier les célibataires, de remettre en question cette vision du couple, d'être toujours en training sur leur canapé À regarder au une bout de série 3 TV. ans, à regarder une série TV. Et donc, on va avoir des power couples, des couples de stars américaines, par exemple, qui vont essayer par exemple, de vivre dans 2 maisons séparées. Ça, il y en a beaucoup, par exemple, en Angleterre. Il y a 10% des couples qui ne vivent pas dans le même foyer et qui s'inspirent ainsi des modes de vie des célibataires. J'ai le sentiment aussi qu'on est moins inquiet d'être seul, on est moins paniqué face à la solitude qu'avant. C'est juste parce que les choses ont changé là aussi. On est en train de détacher la solitude et l'isolement, qui sont 2 notions complètement différentes. Le célibataire, aujourd'hui, n'est plus synonyme uniquement de cette Bridget Jones avec ses pantoufles et sa gaine qui déprime sur son canapé à attendre que l'autre vienne. Et pareil pour les hommes, le Tanguy qui vivait avec ses parents enfermés, ses parents qui lui faisaient à manger. Heureusement, on est en train de pulvériser ces modèles-là. Et le célibataire, aujourd'hui, est en train de comprendre que son modèle est peut-être plus adapté à la société et envié même par les couples. Je vous propose, France, à présent, de découvrir le portrait d'une de ces personnes qu'on trouve généralement dans les jeunes générations, pour qui se dire en couple ou célibataire n'a plus beaucoup de sens. Il s'appelle Baptiste, il a 28 ans. Souvent, on le dit, je suis en couple. Donc en fait, on se définit socialement, amoureusement, relationnellement par ça. Où on dit beaucoup des gens qui sont en couple, ou ils ne sont pas en couple, ou ils se sont séparés. Donc comme si d'un coup, toutes les émotions qu'on pouvait ressentir, ça pouvait être englobé dans un seul mot ou dans un concept social. Quand il s'agit de qualifier ses relations, Baptiste préfère parler de réseau affectif plutôt que de relations de couple. Il a vite compris que le couple dans sa version traditionnelle ne lui correspondait pas forcément. Quand j'avais 19 ans et que je suis tombé amoureux pour la première fois très très fort d'une autre personne et que c'était réciproque, j'ai refusé en bloc l'idée que ce soit ma copine, et elle ne voulait pas non plus que je sois son copain. Du coup, on disait qu'on était amoureux, amoureuses. On passait beaucoup de temps ensemble, on se confiait, c'était très profond, même on créait ensemble. Enfin, c'était vraiment une relation romantique, amoureuse très épanouissante. Mais à partir du moment où on se quittait, on n'était plus ensemble matériellement, on faisait chacun nos vies de notre côté, on pouvait voir d'autres personnes. J'ai même eu la surprise de l'avoir tombée amoureuse d'une autre personne, puis d'une autre. Et là, je crois que ça m'a un peu confronté au fait que, en fait, est-ce que l'amour, il est unique ou est-ce qu'il est pluriel? Est-ce qu'on peut aimer 2 personnes à la fois ou plus? Donc voilà. C'était quoi la réponse? C'est que je pense que certaines personnes, oui, tout à fait. Et autant que les orientations sexuelles sont très diverses, autant les orientations amoureuses sont très diverses aussi, à mon avis. Ce qu'on constate quand on interroge en fait les jeunes et les moins jeunes, c'est que la croyance en l'amour, elle continue à être très forte. Ça reste un idéal qui est très très important pour la jeunesse et pour plus tard pour les adultes. Mais dans un contexte de séparation, de fragilité conjugale, désormais en fait l'amour doit se vivre non pas comme un scénario automatique, déjà préécrit par les romans, mais plus comme quelque chose qui est progressif, avec des avancées prudentes, et quelque chose qui n'est pas automatique, qui n'est pas conformiste. Et donc on veut, dans l'amour réaliste, vérifier qu'à chaque étape de l'avancée de la relation, chacun est d'accord, authentiquement d'accord, pour continuer d'avancer, et pourvu des bons sentiments amoureux qu'on attend dans ce type de relation. Baptiste refuse de se conformer à une vision de la relation amoureuse trop étriquée à son goût. Non, je trouve que c'est plus logique qu'il y ait les assiettes à gauche. Il rejette ce qu'il appelle le kit prêt à l'emploi du couple. Il préfère dessiner les contours de la relation à chaque rencontre. Exclusive sexuellement ou non, à 2 ou polyamoureuse, sous le même toit ou pas. Bref, c'est avec ses partenaires et non avec la société qu'il définit les règles du jeu. Dans une vision du couple, on met des choses comme vivre ensemble, avoir des enfants, partir en vacances, rencontrer nos familles respectives. En fait, c'est des choses qu'on peut tout à fait choisir et choisir dans quel type de relation on les met. Par exemple, on peut être très amoureux d'une personne, mais pas la désirer sexuellement, ou on peut avoir des amis avec qui on partage la sexualité. Et je pense que dans des amitiés, on peut mettre beaucoup de choses, et plus que ce qu'on pense généralement avec cette hiérarchie des relations, où on met la relation amoureuse là et les amitiés là. Et ensuite, la famille un peu là, ça dépend où on est. C'est pas ton cas? Non, j'espère. J'aimerais vraiment pouvoir vivre toutes mes relations comme
un niveau égal et aussi peut-être fluctuant selon les périodes et les besoins de ma vie et les besoins des autres personnes en face de moi. Baptiste débute dans la vie active, il a plein de projets et nourrit une belle complicité avec son ami d'enfance, avec qui il vient d'emménager. J'ai des besoins, je suis humain, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Je pense que je peux me donner beaucoup, moi-même, à moi-même. Je pense que mes amis peuvent remplir beaucoup de ces besoins et beaucoup plus que ce qu'on croit généralement. Typiquement des besoins d'intimité émotionnelle, ou même de proximité physique, de se serrer dans les bras, de se dire qu'on s'aime. Et puis finalement, je pense que les relations sexuelles ou romantiques, ou les deux, peuvent combler ces autres besoins, mais je ne mets pas forcément tout ensemble dans la même personne. L'évolution des comportements amoureux, une thématique qui surgit régulièrement dans les discussions familiales. C'est vaste et c'est sans fin. Son père et sa mère, ouverts d'esprit, tentent de comprendre. Mais une autre chose aussi que je me demandais quand même, c'est parce que toute cette ouverture que tu as en toi, c'est tellement immense, c'est tellement vaste. Je me dis, pour devoir gérer tous ces rapports que tu engages, toutes ces différences, tous ces niveaux, et toute la souffrance aussi qui s'engouffre dedans, ouais, parfois, moi, ça me touche, ça m'inquiète aussi. C'est clair que c'est pas toujours facile et des fois c'est douloureux. C'est juste qu'il faut en discuter et puis se mettre d'accord avec toutes les personnes qui sont impliquées. Il n'y a pas de juste ou de faux, de bien ou mal. Et du coup, pour moi, construire avec une ou plusieurs personnes, c'est des choix. Et une personne, c'est un choix tout à fait valable, ou même aucune personne. Se tourner plus vers soi ou vers d'autres types de relations que les relations amoureuses, comme les amitiés, qui peuvent être très fortes aussi. L'engagement, pour toi, il se fait comment, du coup? Pour moi, l'engagement, c'est le choix de consacrer du temps, de l'énergie à une autre personne et à construire et étoffer une relation. Ça veut pas dire qu'on doit le faire qu'avec une personne. Et il y a beaucoup de gens, quand ils imaginent d'autres formes de relations ou le fait de peut-être être amoureux de plusieurs personnes en même temps, qui se disent que c'est moins d'engagement, moins d'investissement. Moi, je pense le contraire. En fait, si on veut que ça marche, ça demande encore plus d'efforts et d'énergie. France Ortelli, alors pour Baptiste, l'engagement, c'est d'abord un choix et pas une contrainte venue de la tradition. Et en plus, c'est lui, avec ses partenaires, qui décide des contours de cette relation. C'est assez nouveau, ça. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu une vision parfois de l'amour des nouvelles générations. On me dit c'est de l'amour cru. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Pour moi, c'est une révolution émotionnelle dans le sens où on redéfinit en permanence les contours de l'amour avec son partenaire. Et ça peut devenir presque une lutte politique, c'est-à-dire de toujours mettre en cause la relation et de toujours essayer de s'améliorer l'un par rapport à l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment le défi des nouvelles générations. Et je trouve ça très intéressant. Dans la société aujourd'hui, on a plus de risques ou de chances, c'est selon, de se retrouver célibataire. Pourtant, vous dites dans votre livre qu'on n'est pas encore préparé à ça. En fait, vivre en solo, ça s'apprend? Oui, et ça, il va falloir absolument que la société s'imprègne de cette idée que l'individu va enchaîner tout au long de sa vie plusieurs phases de célibat. Donc, ça serait par exemple intéressant qu'on apprenne aux enfants à l'école, dès le plus jeune âge, à voir le monde avec des yeux de célibataire et ne jamais trop focaliser sur le couple comme fin en soi, puisqu'il y a quand même plus de chances pour les enfants des nouvelles générations d'enchaîner des périodes de célibat quand ils seront adultes. Mais du coup, il faudrait, selon vous, une meilleure reconnaissance du statut de célibataire dans la société? Oui, on pourrait imaginer que le célibataire devienne la référence, notamment dans les séries. Aujourd'hui, c'est quand même toujours le modèle amoureux qui prévaut, c'est le modèle du couple. Ça serait bien de voir de plus en plus d'idoles célibataires, des héros célibataires qui n'ont pas besoin d'être en couple, qui n'ont pas besoin de tomber amoureux dans les comédies romantiques. Ils pourraient toujours finir à la fin seuls, sans que ça pose un problème pour le spectateur. Et on pourrait aussi imaginer les postes de pouvoir. Les chefs d'État sont toujours accompagnés d'un +1. Ils ne peuvent presque pas se faire élire tant qu'ils n'ont pas quelqu'un à leur côté qui est presque aussi important ou importante qu'eux. Ça serait une révolution de voir des célibataires prendre le pouvoir. Merci France Ortelli. Merci.